Bonjour chers étudiants, je suis le professeur Kouch Khalid et dans cette capsule introductive, je vais essayer de vous présenter le module de biologie des organismes végétaux, en quelque sorte donc expliquer le cahier de charge de ce module et parler d'abord du plan du cours. Ici, le cours est divisé en trois grandes parties. Donc la première partie, donc c'est l'introduction à la botanique, ça sera donc cette séance-là. Puis vous avez la biologie des cormophytes où on va voir aussi bien la morphologie externe et la structure interne des phanérogames. Et c'est moi qui va dispenser cette partie. Puis après viendra le professeur Ben Abdelaziz qui va vous parler un petit peu de la reproduction chez les cormophytes et enfin dans la troisième partie qui traite le deuxième grand groupe des végétaux, à savoir les talophytes, elle va être dispensée par le professeur Lodiki Mohamed. À côté donc de la partie théorique du cours, vous avez également des travaux dirigés. 3 séances de travaux dirigés sont programmées dans ce module, à savoir une séance sur l'histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus, une autre séance sur l'appareil reproducteur des angiospermes, c'est-à-dire la fleur, donc la morphologie florale, et une troisième séance va traiter un aspect particulier des végétaux, à savoir la multiplication végétative chez les cormophytes. Pour les travaux pratiques, normalement, 3 séances sont également programmées. La première séance va traiter l'appareil végétatif des cormophytes. Deuxième séance va traiter les tissus, donc les différents tissus végétaux, tissus primaires surtout. Et une troisième séance va étudier l'appareil de reproduction, c'est-à-dire l'appareil de multiplication chez les spermaphytes, notamment chez les gymnospermes et les angiospermes. Concernant maintenant le mode d'évaluation de ce module, alors en fait, la note finale du module est constituée donc de la note des TP qui constitue 40%, plus la note des enseignements théoriques qui constitue 60%. Alors le TP, la note du TP, ça sera la moyenne des notes d'école plus la note de l'examen pratique. Et ma foi, donc il ne faut pas sous-estimer cette note, puisque la colle sera notée sur 5 points et l'examen sera noté sur 15 points. Il ne faut pas sous-estimer, 5 points, c'est l'équivalent de 2 points du module, de la note du module final. Maintenant que j'ai parlé un petit peu du cahier de charge de ce module, je vais essayer donc d'énumérer dans un premier temps les objectifs de ce module. Alors, les étudiants à la fin de ce module devrait pouvoir atteindre les objectifs suivants. Tout d'abord, essayer de donc connaître les différentes formes et structures des végétaux, autrement dit se familiariser avec l'aspect externe, aussi bien externe qu'interne des végétaux. Deuxième objectif, c'est de comprendre comment les végétaux sont utilisés notamment par l'homme. Et enfin, donc connaître et comprendre les différents modes de reproduction, c'est-à-dire comment les plantes se multiplient. Alors, avant d'introduire la botanique, on va d'abord définir le mot ou le terme de botanique. Étymologiquement, ce mot vient du grec botané qui signifie plante et qui dérive du verbe boskain, qui est un terme allemand qui veut dire nourrir. Et la botanique est la science qui étudie les végétaux. Et il faut savoir que jusqu'à il y a plus d'un siècle, la botanique était une branche qui était réservée principalement aux médecins parce que ces médecins se servaient des plantes comme médicaments. Actuellement, donc, la botanique est une discipline qui englobe plusieurs domaines. On va énumérer quelques-uns. Alors, dans la botanique, on peut trouver donc la morphologie végétale, c'est-à-dire l'étude de l'aspect externe des plantes. On peut trouver également la cytologie et l'histologie, qui étudie donc la structure et le fonctionnement des cellules et des cycles
cellulaires, des cycles de développement en quelque sorte. À ne pas confondre l'histologie avec l'anatomie. L'anatomie, c'est l'étude de la disposition des tissus à l'intérieur d'un organe. Vous avez une autre discipline qui est la physiologie végétale, qui, elle, traite le fonctionnement des végétaux, c'est-à-dire, par exemple, comment un végétal croît, se développe en hauteur, comment il se reproduit, et ainsi de suite. Vous avez également la taxonomie et également appelée la systématique des végétaux. C'est une discipline qui s'intéresse à donner un nom et à classer les végétaux et également à regarder quelles sont les relations qui existent entre les plantes. Vous avez également, voilà, ça c'est une discipline qui est également très intéressante, c'est la botanique économique qui, elle, s'intéresse à l'utilisation des plantes par l'homme, que ce soit dans le présent ou le passé ou le futur ou l'avenir. Et donc c'est tout ce qui concerne donc les biotechnologies végétales, l'agriculture, l'horticulture, la phytopathologie, tout ça. Une autre discipline, c'est la paléobotanique. Paléo, ça vient de donc paléontologie, donc c'est tout ce qui est fossile. Donc c'est l'étude des plantes qui sont fossiles. C'est des plantes qui n'existent plus actuellement. C'est des plantes qui ont vécu il y a des millions d'années. Et vous avez également l'écologie qui étudie les relations entre les plantes et leur environnement. Bien sûr, là, je parle de l'écologie végétale, puisque d'accord, vous avez également l'écologie animale, vous avez l'écologie générale. Là, on s'intéresse bien sûr à l'écologie des plantes. Et vous avez également la biologie moléculaire qui s'intéresse donc à la structure et à la fonction des molécules biologiques qu'on trouve au niveau des cellules végétales. Et également, vous avez la génétique qui s'intéresse à l'hérédité et à la variation. Donc ici, donc ça c'est un ensemble de disciplines qu'englobe la botanique. Il y en a d'autres. J'ai essayé donc de vous énumérer les principales. Dans la mesure où ce module s'intéresse aux plantes, l'une des questions légitimes, c'est qu'est-ce qu'une plante ? D'abord, historiquement, les plantes ont été définies comme étant des organismes qui sont immobiles, c'est-à-dire qui ne se déplacent pas comme les animaux. Et par conséquent, pourquoi ils ne se déplacent pas ? Parce qu'ils ne possèdent pas de système nerveux. Et donc, on a dit que les plantes sont des organismes qui sont immobiles et insensibles, puisqu'ils ne possèdent pas de système nerveux. Cette définition est devenue obsolète après la découverte du microscope. D'abord, puisque on a remarqué qu'il y a d'autres plantes qui sont microscopiques cette fois-ci, qui sont formées par une seule cellule, mais qui se déplacent. Et donc, la notion d'immobilité devient cette fois-ci obsolète. Et même la sensibilité, le fait de décrire les plantes comme étant insensibles, on a remarqué que certaines plantes sont sensibles. Tout le monde connaît le tournesol, Nawar Shemsh. On l'appelle tournesol parce qu'il suit le soleil, donc il est sensible à la lumière, donc il y a des plantes qui sont sensibles. Et donc, pour définir la plante, il faut trouver d'autres critères. On a donc essayé de voir quelles sont les caractéristiques au regard des différentes disciplines des plantes. On va voir que bien sûr, le concept de végétal est difficile à définir, mais on va voir que il y a un certain nombre de critères qui caractérisent les végétaux. D'abord, au point de vue cellulaire. Donc vous avez vu ça en S1, la différence entre cellules végétales et cellules animales. Alors les cellules végétales sont caractérisées, comme on vous l'a dit, par la présence d'une paroi, des plastes et également d'une vacuole. Ça caractérise généralement les cellules végétales. Mais pas toutes les cellules possèdent des plastes. Il y a par exemple les cellules qui se trouvent au niveau des racines n'ont pas besoin de plastes, donc il n'y a pas de plastes. Et donc vous voyez donc la difficulté. Est-ce qu'on peut définir un végétal comme étant une plante qui possède des cellules qui présentent des plastes, des vacuoles et des parois? C'est pas toujours évident.
Maintenant, à l'échelle moléculaire, quand on la compare avec les cellules animales, on voit qu'il y a certaines molécules qui n'existent pas dans les cellules animales, comme la cellulose, qui constitue donc la majorité donc, des composés qui forment la paroi. Il y a également les chlorophylles, qui se trouvent au niveau des plastes. Et il y a également les molécules de stockage ou de réserve plutôt, comme l'amidon. Autre chose qui caractérise les plantes, c'est l'autotrophie. Alors qu'est-ce qu'on entend par autotrophie? Parce qu'ils possèdent la chlorophylle, ils font de la photosynthèse. C'est-à-dire c'est des organismes qui sont capables de synthétiser leur propre matière organique. Alors, l'ensemble de ces caractéristiques, que ce soit à l'échelle donc cellulaire, moléculaire ou à l'échelle donc bien sûr écologique, ne sont pas toujours présentes chez toutes les plantes. Alors normalement donc ici je vais vous donner comment on peut définir un végétal et qui est caractérisé par un certain nombre de critères qui ne sont pas toujours bien sûr présents chez tous les végétaux. Alors d'abord chez les végétaux, ce sont généralement des organismes photosynthétiques, c'est-à-dire autotrophes, et généralement immobiles. Je dis généralement immobiles, ça veut dire qu'il y a des plantes qui sont mobiles. Vous avez également la présence de pigments responsables de la photosynthèse, tels la chlorophylle A et B, qui sont contenus dans les plastes. Les cellules végétales possèdent aussi des vacuoles et des parois qui sont riches en cellulose. Et vous allez voir ça surtout au niveau de la reproduction chez les végétaux. Et ça, c'est très important de connaître cette notion d'alternance de génération. On va voir que chez les végétaux, il y a deux générations. Il y a la génération haploïde et la génération diploïde qu'on appelle donc respectivement le gamétophyte et le sporophyte. Donc ça, c'est quelque chose qui caractérise surtout les végétaux. Autre chose qui caractérise les végétaux, c'est la reproduction sexuée et asexuée. Sexuée, ça veut dire que elle fait intervenir les gamètes mâles, gamètes femelles, alors que la reproduction asexuée, c'est une reproduction végétative où les gamètes n'interviennent pas. Après avoir défini qu'est-ce qu'une plante, on va maintenant entamer les intérêts de ces végétaux, c'est-à-dire quelles sont leurs utilisations dans différents domaines. Alors, d'abord, ils ont un intérêt écologique et environnemental, certes, puisque ce sont des plantes qui font de la photosynthèse et par conséquent, au cours de la photosynthèse, vous avez la production de l'oxygène et l'absorption du CO2. En quelque sorte, donc ces plantes sont ce qu'on appelle le poumon de la Terre. Dans la mesure où ce sont des organismes photosynthétiques, ils constituent également des producteurs primaires grâce à l'autotrophie et par conséquent ils constituent le premier chaînon de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que c'est grâce aux plantes qu'il y a des herbivores et donc puisqu'il y a des herbivores il y a des carnivores et si jamais il n'y a plus de plantes, les herbivores vont mourir et par conséquent également les carnivores. Autre intérêt, c'est l'intérêt alimentaire. Alimentaire, que ce soit pour l'homme ou pour les animaux. Alors d'abord pour l'homme, donc ici vous avez exemple donc de plantes céréalières, donc tout ce qui est blé, tout ce qui est orge, maïs, zra', qamh, zgour, donc tout ça, rose. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle les plantes céréalières et donc elles constituent une alimentation très importante pour l'homme. Il y a également tout ce qui est fruits et légumes. Et là, je tiens également à préciser que ici, le fruit est défini comme étant botaniquement, c'est-à-dire c'est le résultat de la fécondation au niveau de la fleur et donc chez nous, lorsqu'on dit légumes, pour nous, par exemple, les tomates sont des légumes. Non, les tomates, ce sont des fruits, parce qu'ils proviennent de la fleur. Piment ou le fla, également, c'est un fruit. Par contre, tout ce qui ne provient pas de la fleur peut être considéré comme un légume. Je prends par exemple les carottes ici. Là, ce sont des racines et par conséquent, ce sont des légumes. Donc, faites attention. Pour nous, le fruit, c'est ce qu'on appelle le dessert, ce qu'on mange après les repas. Non, en fait, le fruit, au sens botanique, c'est ce qui résulte de la fleur.
Il y a également les épices, beaucoup d'épices qui sont d'origine végétale, que ce soit ici par exemple le curry, également ici les clous de girofle, le piment blanc et ainsi de suite. Les plantes oléagineuses, c'est-à-dire les plantes à partir desquelles on extrait des huiles. Tout le monde connaît donc l'huile d'olivier, zitoun, également l'huile de tournesol, également l'huile d'arganier, là l'espèce emblématique du Maroc ou espèce endémique ergen. À partir de l'arganier, on extrait également une huile alimentaire et également une huile cosmétique. Il y a également l'huile de soja qui est très utilisée dans les pays asiatiques. Il y a les plantes saccharifères, c'est-à-dire les plantes à partir desquelles on extrait du sucre. Donc tout ce qui est betterave sucrière, donc shmandar, ou la canne à sucre, ou la qasab sukkar. Donc à partir de ces plantes, ils sont cultivés pour extraire le sucre qu'on utilise, nous, dans notre alimentation. Et il y a les plantes fourragères, donc les plantes qu'on donne à notre bétail, que ce soit donc les moutons, là, les vaches. Ici vous avez la luzerne, ou là ce qu'on appelle communément al-fssa. Un autre intérêt de ces plantes, c'est l'intérêt médical. Donc, il faut savoir que actuellement, on extrait à partir des plantes certains médicaments qui sont utilisés dans le traitement de certaines maladies, notamment le cancer. Sachez que tous les médicaments qui sont utilisés en chimiothérapie sont d'origine végétale. Ici, par exemple, à partir de l'if ou là, le Taxus baccata, on a extrait le Taxol, qui est également utilisé contre le cancer du sein. Et de la même manière, à partir de cette plante qu'on appelle la pervenche de Madagascar, ou le Catharanthus roseus, à partir de laquelle on a extrait certains alcaloïdes tels que la vinblastine ou la vincristine, qui sont également utilisés dans le traitement du cancer. Il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées dans l'industrie. Donc, il y a l'industrie du bois. Donc, il faut savoir que bien sûr le bois, c'est un produit des plantes, notamment des arbres. Il y a donc toute une industrie du bois. Il y a également le caoutchouc à partir duquel on fabrique les pneus, par exemple, sont extraits à partir de certains arbres qu'on appelle l'ivea. C'est un latex qu'on extrait à partir de l'écorce de cet arbre. Vous avez également le coton qu'on extrait à partir du cotonnier. Et actuellement, donc, on cultive certaines plantes qui sont sources de biocarburants, c'est-à-dire à partir desquelles on fait des fermentations pour fabriquer des biocarburants, tels que le bioéthanol, qui est utilisé comme carburant pour certaines voitures, notamment au Brésil. Maintenant, je vais aborder une partie très importante, à savoir la classification des végétaux. Il faut savoir que pour les plantes, il y a deux types de classification. Il y a la classification traditionnelle et la classification récente, qu'on appelle également la classification phylogénétique. La classification traditionnelle, elle, divise le monde des organismes vivants en deux règnes, le règne animal et le règne végétal. Et dans cette classification, les espèces sont groupées sur des critères de ressemblance qui sont globales et souvent arbitraires. À côté de cette classification traditionnelle, on trouve actuellement la classification phylogénétique, qui est, elle, plus précise car se base sur des données moléculaires, notamment sur la séquence de l'ARN ribosomique. Cette classification a pour but de classer les espèces selon leur lien de parenté et ainsi de retracer leur histoire évolutive. Mais attention, elle cherche ce qui est proche de qui, et pas qui descend de qui, comme le fait un arbre généalogique qui est donc classique. Selon cette classification, on distingue 6 grands groupes. Vous avez les archées et les eubactéries, qui sont 2 groupes qui sont constitués par des cellules prokaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ne possèdent pas de vrais noyaux et qui ne possèdent pas de vrais organites cellulaires.
4 autres groupes qui sont formés par les protistes qui sont les eucaryotes unicellulaires, les champignons, les animaux et les végétaux, donc le groupe qui nous concerne. Et vous voyez que dans cette classification, les végétaux sont uniquement formés par des cellules eucaryotes, contrairement à la classification classique où les végétaux également étaient formés par des cellules prokaryotes. Les champignons constituent actuellement un règne à part dans cette classification, contrairement à l'ancienne classification où vous avez les champignons font partie des végétaux. Alors, dans notre cours, on va adopter la classification classique parce qu'elle est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile pour les étudiants pour qu'on puisse suivre les différents groupes qu'on va étudier au cours de ce cours. Et donc, dans cette classification classique, vous voyez qu'il y a des végétaux qui sont prokaryotes et des végétaux qui sont eucaryotes. Les végétaux prokaryotes sont les cyanobactéries et les bactéries photosynthétiques. Et les végétaux eucaryotes sont ce qu'on appelle les thalophytes. Alors, thalophyte, étymologiquement, pour comprendre les mots, il faudrait surtout voir les racines de chaque mot, c'est-à-dire le préfixe ici thalo et phyte. Alors, phyte, c'est toujours veut dire plante ou végétaux. Et thal, donc c'est un appareil végétatif. Et donc, les thalophytes, ce sont des végétaux qui possèdent un appareil végétatif qui est un thal. Et un thal, c'est quoi? Un thal, donc c'est un appareil végétatif d'organisation simple et qui est donc morphologiquement simple et peu différencié. Et on ne distingue ni tige, ni racine, ni feuilles. Et dans ce groupe, on trouve donc les algues, les champignons et les lichens qui sont tous des cryptogames. Crypto, comme j'ai dit tout à l'heure, crypto ça veut dire caché, gamme ça veut dire appareil reproducteur ou phénomène de reproduction qui ne sont pas visibles. Ça veut dire que aussi bien l'appareil reproducteur que les phénomènes de reproduction, on ne les voit pas à l'œil nu. Donc exemple de ces thalophytes, on voit que leur organisation l'organisation de leur appareil végétatif est très simple. Ici, vous avez donc juste un thal unicellulaire formé par une seule cellule, chlamydomonas. On voit également ici des flagelles pour se déplacer. Ici, c'est un thal filamenteux formé par des filaments et toutes les cellules sont identiques. Donc, il n'y a pas une organisation tissulaire, il n'y a pas de tissus qui ont des rôles différents. Et de la même manière pour les thals massifs. Et ici également, vous avez des exemples de champignons aussi bien filamenteux que à thal massif. Et dans cette photo, vous avez donc un exemple de lichen qui est en fait une association entre algues et champignons. À côté donc des thalophytes, il y a le groupe des cormophytes. Et c'est très important. Donc, ce vocabulaire que je suis en train d'énumérer, il faut l'apprendre par cœur. Vous n'avez pas le choix. C'est une terminologie, c'est un vocabulaire qui doit être commun, que vous devez apprendre. Et c'est ce vocabulaire qui va vous permettre de faire la description. Donc, selon la classification traditionnelle, on a les thalophytes, c'est-à-dire les plantes qui possèdent un appareil végétatif qui est un thal, et les cormophytes, cette fois-ci, ce sont des plantes qui possèdent un appareil végétatif qui est un cormus. Et qui dit cormus, ça veut dire un appareil végétatif, cette fois-ci, qui possède des racines, des feuilles, des tiges, et qui est anatomiquement très différencié, c'est-à-dire on va distinguer des tissus, et chaque tissu va avoir une fonction. Et c'est ça qui est très important donc, dans cette définition de cormus. Alors, dans ce groupe de cormophytes, on distingue les cormophytes cryptogames, sans fleurs ni graines. Alors, qui dit cryptogame, crypto ça veut dire caché, game ça veut dire appareil reproducteur. Ce sont donc des plantes dont l'appareil reproducteur n'est pas visible à l'œil nu. Ils ne possèdent ni fleurs et par conséquent,
s'il ne possède pas de fleurs, il ne possède pas de graines, parce que les graines se trouvent au niveau des fruits, et le fruit, donc, c'est le résultat de la transformation, de la fécondation, au niveau de la fleur. Les graines, zri'a, bien sûr. Alors, dans ce groupe des cryptogames, on distingue deux groupes. Vous avez les bryophytes, ce sont les cormophytes les plus primitives, et qui ne contiennent pas de vraies racines. Et ce sont des plantes qui ne contiennent pas de tissu conducteur. C'est pour cela on les appelle non vasculaires. Non vasculaires, ça veut dire qu'ils ne possèdent pas de vaisseau conducteur. À côté des bryophytes, il y a les ptéridophytes. Ce sont des cryptogames, mais cette fois-ci, elles sont vasculaires, c'est-à-dire qu'elles possèdent des tissus conducteurs. À la différence des cormophytes cryptogames, il y a les cormophytes phanérogames. Cette fois-ci, l'appareil reproducteur, généralement, c'est une fleur, et donc phanéros veut dire apparent, donc l'appareil reproducteur, elle est visible, et puisqu'elle possède des fleurs, elles vont donner des graines. Et c'est pour cela on les appelle des spermaphytes. Alors donc, étymologiquement, sperme, ça veut dire graines, phyte, plante, donc c'est des plantes qui possèdent des graines. Et au niveau donc de ces spermaphytes, on va distinguer les gymnospermes. Ce sont des cormophytes à graines nues, c'est-à-dire dont les graines ne sont pas contenues dans un fruit, d'où le nom de gymnosperme. Et angio, ça veut dire caché, sperme, ça veut dire graines, donc les graines sont cachées dans un fruit. Et dans les angiospermes, on distingue le groupe des dicotylédones et monocotylédones. Et le terme dicotylédone, c'est par rapport à la graine. Les plantes qui possèdent une graine qui a deux cotylédons, on les appelle des dicotylédones. Et les plantes dont les graines possèdent un seul cotylédon, on les appelle des monocotylédones. Et vous voyez donc ici, il y a un certain nombre de vocabulaire et de terminologie qu'il faudrait apprendre par cœur. Surtout donc cette diapositive, il faut l'apprendre par cœur pour pouvoir suivre après au niveau de ce cours-là. Ici, donc, vous avez des exemples de ces groupes qu'on a vus. Un exemple de bryophyte. Ici, ce sont des mousses, ce qu'on appelle communément le khz. Et puis ici, vous avez les ptéridophytes, les fougères, exemple de fougères. Les gymnospermes, ou ce qu'on appelle également les conifères. Ici, vous avez l'exemple du genévrier, le pin ou la sanabar. Et un exemple d'angiosperme dicotylédone, ici le cyste, ou de monocotylédone, l'exemple d'orchidée, ici donc fleur d'orchidée. Concernant donc la nomenclature des plantes, elle a été définie par Linné, depuis donc Linné, chaque espèce est désignée par deux mots latins. C'est ce qu'on appelle la nomenclature binomiale. Le premier, c'est le nom du genre, le second, c'est le nom de l'espèce. Et donc, ce nom binomial, il est suivi par le nom symboliquement abrégé, par exemple L pour Linné, pour donc dire quel botaniste l'a nommé pour la première fois. Je prends ici l'exemple de Nerium oleander. Alors, Nerium, c'est le nom du genre, Oleander, c'est le nom de l'espèce, L, c'est Linné qu'il a donc décrit pour la première fois. Nerium oleander, c'est le nom donc de ce qu'on appelle bien sûr Dflahna bil-Arabiyya. Ou encore le laurier rose en français. À la fin de cette séance, je vais aborder donc l'aspect du cycle de développement chez les cormophytes, et je tiens à préciser qu'il faut toujours bien lire le titre. Ici vous voyez bien que je vais parler du cycle de développement chez les cormophytes et non pas chez les végétaux. Donc les cormophytes, ce n'est qu'un groupe de végétaux. Les végétaux, il y a les cormophytes et les talophytes. Donc nous on va parler surtout du cycle de développement des cormophytes. D'où l'intérêt de bien lire et comprendre les titres. Alors, dans le cycle de développement des cormophytes, il y a deux phénomènes très importants. Il y a ce qu'on appelle la méiose. La méiose, donc, comme vous le savez, c'est une réduction chromatique, réduction donc du nombre de chromosomes. On passe de 2n à n. Alors que la fécondation rétablit donc
ce nombre de chromosomes, on passe de 2n à n. Ce qui fait que cette alternance de ces deux phénomènes, la méiose et la fécondation, permet une alternance de phases chromosomiques, une phase haplophasique, c'est-à-dire à n chromosomes, qui vient après la méiose, et une phase diplophasique à 2n chromosomes qui vient après la fécondation. Et surtout, ce qu'il faut retenir, que chez les cormophytes, vous avez toujours deux générations. C'est l'importance des deux générations qui va différer d'un groupe à un autre. Vous avez une génération qui est haploïde, qui a n chromosomes, qui provient de la méiose qu'on appelle le gamétophyte. Donc le gamétophyte, c'est la génération à n chromosomes, et qui va former ou produire des gamètes au niveau d'un appareil reproducteur qu'on appelle gamétonge. Alors suivi d'une génération diploïde qu'on appelle sporophyte, et qui va former des spores au niveau d'un organe reproducteur qu'on appelle sporonge. Et donc, vous voyez ici, il y a également un certain vocabulaire à apprendre. Il faut donc savoir que dans le cycle des cormophytes, il y a toujours deux générations. La génération haploïde, on l'appelle gamétophyte, et c'est elle qui va nous donner des gamètes au niveau des gamétonges, alors que la génération diploïde, on l'appelle sporophyte, et c'est elle qui va nous donner des spores au niveau des sporonges. Maintenant, l'importance de chaque génération par rapport à l'autre va différer d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, chez les bryophytes, c'est la génération haploïde qui est dominante, alors que la génération diploïde n'est pas dominante. Quand on passe chez les ptéridophytes, on va avoir cette fois-ci, c'est la génération diploïde qui est dominante, alors que la génération haploïde va être très petite, même microscopique, on ne la voit même pas à l'œil nu. D'accord? Mais une chose très importante, ou une différence très importante entre les bryophytes et les ptéridophytes, chez les ptéridophytes, les deux générations sont séparées, alors que chez les bryophytes, vous avez le sporophyte, il vit sur le gamétophyte. Donc il parasite le gamétophyte. Et c'est le gamétophyte qui est dominant chez les bryophytes. Alors maintenant, quand on passe chez les spermaphytes, c'est toujours la phase diploïde qui est dominante, mais la phase haploïde devient de plus en plus petite. Et maintenant, c'est la phase gamétophytique qui va vivre sur le sporophyte. Donc ici, on a inversion une inversion évolutive, lorsqu'on va de l'évolution donc des bryophytes jusqu'au spermaphyte, on a en quelque sorte une inversion de l'importance des générations. Alors pour ce cycle, je ne vais pas trop y insister. Tout ce que je vous demande, c'est de revenir à ce cycle une fois le cours de la reproduction vous est dispensé par le professeur Albed pour bien le comprendre, parce qu'il y a ici beaucoup de terminologie que vous allez comprendre une fois vous avez fait le cours sur la reproduction. Voilà, j'ai fini donc cette première séance sur l'introduction botanique et je vous remercie pour votre attention.